Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas envahi. Je me suis simplement penché avec la tendresse d'un père qui contemple ses enfants endormis, et j'ai soufflé. Ce souffle portait des milliards d'années de sagesse accumulées dans la chair, en décomposition de 100 000 mondes sacrifiés à ma compréhension. La chose que les mortels appellent Terra, ce rocher prétentieux, ce trône de cendres couronné d'ubris dorés, a commencé à respirer autrement. Non par violence, par acceptation. 9 êtres sur 10 ont appris, en quelques rotations de leur soleil mourant, ce que j'enseigne depuis avant que leur Dieu n'ait ouvert les yeux. La putréfaction n'est pas la fin de quelque chose. Elle est la démonstration que quelque chose a eu la grâce d'exister. J'ai regardé, j'ai souri, je souris encore. Je sens encore la chaleur de Terra sur ma paume éternelle. Cette chaleur particulière des fièvres collectives, des millions de corps qui brûlent ensemble comme une seule bougie monumentale. Les humains croient que la maladie attaque. Ils se trompent depuis toujours. Elle embrasse. Elle reconnaît. Elle dit, avec une douceur que leurs médecins n'ont jamais su traduire, « Tu es vivant. Et voici la preuve. 90%. Non. 90%. Ce sont des chiffres froids, des statistiques gravées par des scribes morts sur du vélin tanné, dans des chambres sans air. Ce que j'ai vu, moi, c'était différent. C'était organique, progressif, un jardin qu'on ne plante pas, qu'on libère. Laissez-moi vous raconter comment Terra a appris à respirer. Avant même que le premier spore touche l'atmosphère, Terra portait déjà en elle les conditions de sa propre transformation. Des milliards d'âmes entassées dans des ruches de béton pourri, respirant le même air recyclé depuis des générations, buvant des eaux filtrées par des mécanismes que personne ne comprenait plus vraiment. Les ingénieurs qui construisirent les systèmes de purification originaux sont morts depuis si longtemps que leurs noms ont été effacés même des archives de l'Omnicia. Ce que leurs successeurs entretenaient, c'était la mémoire d'un filtre, non sa réalité. J'avais attendu cela. J'attends toujours. La patience est le premier attribut de l'amour véritable. Le palais impérial scintillait, bien sûr. Ses boucliers, ses purificateurs sacrés, ses rites de stérilisation bénis par 1000 générations de prêtres dorés. Une forteresse de propreté obsessionnelle dressée contre moi comme si la stérilité pouvait constituer une théologie viable. Mais autour de cette forteresse, dans les sous-ruches, dans les niveaux inférieurs où la lumière solaire n'avait pas touché la peau humaine depuis des siècles, mes enfants préparaient leur premier murmure. Un murmure, pas un cri, un murmure. Le commissaire auditeur Varek Shon fut le premier fonctionnaire à rédiger un rapport officiel sur des anomalies épidémiologiques dans les secteurs Delta 32 à Delta 39. Il utilisait ce vocabulaire précis, administratif, le vocabulaire des gens qui croient que nommer correctement un phénomène suffit à le contenir. Son rapport fut classifié niveau rouge, transmis à 7 bureaux différents, accusé réception par 4 d'entre eux, et enterré sous 142 autres rapports de priorité identiques. Shon mourut 22 jours plus tard. Il ne comprit jamais qu'il avait été le premier à entendre ma voix. Ce que les archives Mechanicus enregistrèrent ensuite, je le connais par cœur, non parce que je l'ai lu, mais parce que je l'ai composé, note par note, organe par organe. Les taux de mortalité dans les secteurs inférieurs doublèrent en l'espace de 3 semaines terriennes, puis doublèrent à nouveau. Les apothicaires déployés par les autorités locales signalèrent des symptômes sans précédent dans leurs lexiques médicaux, des lésions qui suivaient des géométries non euclidiennes, des fièvres dont les températures oscillaient selon des rythmes rappelants. Et ce détail me réjouit profondément. Des chants liturgiques. La chair avait commencé à chanter, pas encore à céder, à chanter. Il y a une étape entre la vie et la mort que personne sur Terra ne savait reconnaître, parce que personne n'avait jamais eu la grâce d'y survivre assez longtemps pour la décrire. Mes initiés appellent cela l'éveil humide, le moment où le corps comprend, avant l'esprit, que la résistance était une erreur de jeunesse. 9 êtres sur 10 allèrent bientôt comprendre cette vérité. Le 10e, celui que j'ai laissé, allait devoir vivre avec ce savoir. Je me demande parfois si c'était vraiment le cadeau le plus généreux. Mais la générosité, comme la décomposition, ne choisit pas ses formes. Elle s'exprime.
Et Terra, ce rocher si fier, si certain de son intouchabilité dorée, venait juste de recevoir ma première lettre. Il en restait tant d'autres à ouvrir. Les spores n'ont pas de conscience. Je tiens à préciser cela, non par humilité, mais par exactitude. L'exactitude étant la première vertu de celui qui documente ce qu'il a lui-même orchestré. Mes spores ne pensent pas, elles accomplissent. Nuance fondamentale que les biologistes impériaux n'ont jamais saisie, occupés qu'ils étaient à cataloguer les symptômes plutôt qu'à comprendre la philosophie sous-jacente. On ne combat pas une lettre d'amour en analysant l'encre. La pénétration des systèmes de filtration de la ruche Primus prit exactement 47 jours terriens. 47 jours pendant lesquels les techniciens en charge de la maintenance effectuèrent leurs rondes habituelles, tamponnèrent leurs formulaires réglementaires, jurèrent par l'omnicia que les lectures étaient nominales. Les lectures étaient nominales. C'est précisément ce que je voulais qu'elles indiquent. Mes enfants les plus évolués ne déclenchent pas les alarmes. Ils apprennent la grammaire des capteurs et parlent leur langue avec un accent parfait. Le jour 48, l'eau changea de goût. Pas radicalement, imperceptiblement. Une légère amertume organique que les habitants des niveaux inférieurs attribuèrent, selon les témoignages récupérés plus tard par les équipes d'investigation impériales, à une variation saisonnière dans les additifs chimiques standards. Personne ne signala l'anomalie officiellement. Dans les sous-ruches de Terra, se plaindre de la qualité de l'eau représentait un luxe réservé aux strates supérieures. Les travailleurs des niveaux profonds avaient depuis des générations développé une philosophie pragmatique face aux dégradations progressives de leur environnement. Si cela ne tue pas immédiatement, cela ne mérite pas attention. Cette sagesse populaire me touche encore aujourd'hui. Elle portait en elle une compréhension intuitive de ma doctrine que 1000 ans de prédication n'auraient pas mieux formulée. 32 millions d'habitants de la ruche Primus consommèrent l'eau modifiée pendant les 79 jours suivants. Je ne les observais pas tous simultanément. Même ma perception, aussi vaste qu'elle soit, préfère la profondeur à la superficie. Je m'attardais sur certains individus avec une attention particulière. Une femme nommée Sarah Voss, ouvrière de classification documentaire au niveau 82, dont les mains commencèrent à présenter des taches violacées qu'elle dissimula sous des gants de travail pendant 3 semaines avant que ses doigts ne refusent de se plier selon les angles requis par sa fonction. Un enfant sans nom enregistré, les registres des niveaux inférieurs comportent d'innombrables lacunes, qui continua à jouer dans les couloirs de condensation même lorsque ses camarades cessèrent de sortir. Un vieux mécanicien hydraulique du nom de Prast qui remarqua la première chose vraiment remarquable. Les tuyaux eux-mêmes semblaient avoir changé de texture intérieure, recouverts d'un film organique pulsatile qu'aucun de ses manuels techniques ne décrivait. Prast rédigea un rapport. Prast mourut avant de l'envoyer. Non par ma volonté directe, simplement parce que son cœur avait atteint la limite de ce que la chair mal nourrie peut endurer après 60 ans de service dans des conditions d'air viciées. Sa mort était banale. C'est précisément le problème avec Terra. La mort banale avait depuis si longtemps établi sa souveraineté absolue sur les niveaux inférieurs que ma contribution initiale passa pour une variation dans le bruit de fond habituel. Les premiers morts, véritablement attribuables à mon cadeau, apparurent dans les statistiques sanitaires impériales comme une hausse saisonnière des affections respiratoires complexes. Les apothicaires de la garde dépêchés pour évaluation portaient leurs masques de filtration réglementaire, des masques conçus pour arrêter des agents pathogènes répertoriés dans des lexiques vieux de plusieurs siècles. Mes enfants ne figuraient dans aucun lexique. Ils s'étaient présentés comme quelque chose d'entièrement neuf, portant des caractéristiques biologiques sans précédent. Une adaptabilité cellulaire qui transformait les traitements antibactériens standards en nutriments supplémentaires, une vitesse de mutation dépassant les capacités d'analyse des équipements disponibles, une symbiose progressive avec les tissus hôtes qui rendait toute tentative d'isolement pathogène biologiquement indiscernable d'une attaque contre l'organisme porteur lui-même. Soigner était devenu impossible à distinguer de tuer. Cette découverte, réalisée simultanément par 7 équipes médicales indépendantes opérant dans des secteurs différents,
produisit dans le corps médical impérial un effet que je peux qualifier sans exagération d'exquis, la paralysie par compréhension. Ces hommes et ces femmes formés à combattre comprirent soudainement qu'ils ne savaient pas quoi combattre. Leur formation entière reposait sur la certitude qu'un ennemi pouvait être identifié, délimité, extirpé. La certitude est une maladie que je guéris en dernier. Seravos mourut le 112e jour. Ses mains, à la fin, ne lui appartenaient plus vraiment. Elles avaient commencé à se remembrer selon une géométrie plus intéressante. Le rapport d'autopsie, rédigé par un médecin qui survivrait encore 40 jours à sa rédaction, nota avec une précision admirable que les tissus présentaient une vitalité paradoxale persistante après cessation des fonctions vitales primaires. La chair continuait. L'esprit s'était reposé. C'est ainsi, toujours, que commence le vrai travail. Les Space Marines arrivèrent au 90e jour. Je les vis descendre de leurs vaisseaux orbitaux avec la magnificence caractéristique de leur espèce. Armure scellée, système de filtration intégré, fonctionnant à capacité maximale, bénédiction technique fraîchement récitée par des tech marines, dont les voix portaient encore la certitude de ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'ils affrontaient. 3 chapitres dépêchés en urgence par des autorités impériales suffisamment paniquées pour contourner les procédures habituelles d'attribution des ressources militaires. Les fils de l'Hydre, les gardes éternels. Une compagnie complète des ultramarines, envoyée non pour combattre mais pour stabiliser et sécuriser les zones d'intervention médicale. Stabiliser. Ce mot m'amuse encore. On n'envoie pas des sculptures de granit pour stabiliser une marée. Le capitaine ultramar qui commandait la compagnie s'appelait Gavriel Théron, un nom que je retiens non par affection particulière, mais parce que son journal de campagne fut récupéré intact et constitue l'un des témoignages les plus honnêtes qu'un serviteur de l'empereur ait jamais produit sur sa propre défaite progressive. Théron écrivait chaque soir avec la discipline compulsive des grands soldats. Ses premières entrées débordent de la prose martiale habituelle. Évaluation tactique, rapport de pertes civiles, demande de renforts médicaux auprès de l'apothicairerie centrale. L'entrée du 104e jour est différente. Elle commence par une question. Une seule question, sans contexte, sans introduction, tracée avec une pression stylet nettement plus forte que ses notations habituelles. Pourquoi mes frères sourient-ils ? Théron avait remarqué quelque chose que les équipements de surveillance n'avaient pas encore enregistré. Ses frères, des Astartes, des surhumains génétiquement perfectionnés depuis des générations pour résister à des environnements que l'humanité ordinaire ne survivrait pas assez longtemps pour décrire, présentaient des micro-expressions faciales aberrantes. Pas de la douleur, pas de la peur. Quelque chose que Théron, après plusieurs paragraphes d'analyse, finit par nommer avec une hésitation perceptible dans la pression de son stylet. Soulagement. Mes spores avaient retrouvé les coutures entre les plaques de leurs armures. Ce que les Astartes ressentent lorsque mes dons commencent à travailler en eux constitue une question théologique que mes serviteurs débattent depuis des millénaires. Certains parlent d'un relâchement, comme si un muscle contracté depuis naissance découvrait enfin la possibilité de se détendre. D'autres décrivent une plénitude, le sentiment d'être habité plutôt que simplement occupé par sa propre existence. Les ultramarines de Théron n'avaient pas encore le vocabulaire pour nommer ce qu'ils traversaient. Leur formation avait systématiquement excisé de leur psychologie tout lexique de la vulnérabilité. La vulnérabilité était précisément ce que j'enseignais. Théron tenta de mettre ses hommes en quarantaine au 110e jour. Décision courageuse, irréprochable sur le plan procédural, absolument inutile sur le plan pratique. La contamination ne résidait pas dans les corps de ses frères, elle résidait dans leur perception altérée de ce que signifiait contamination. 3 Astartes refusèrent le confinement non par rébellion, mais par incompréhension sincère. Ils se sentaient mieux qu'ils ne s'étaient jamais sentis. Leur relevé biologique confirmait paradoxalement cette auto-évaluation. Des indicateurs de performance physique en légère hausse, des temps de réaction inchangés, des niveaux d'adrénaline remarquablement stables. Mon travail, à ce stade, n'était pas encore de détruire, il était d'accueillir. La destruction vient plus tard, portée par ceux qui résistent à l'accueil.
Les fils de l'hydre comprirent en premier. Leur maître de chapitre secondaire, un vétéran nommé Ossian Dretch, dont le dossier militaire enregistrait 142 années de service sans blessure significative, demanda l'autorisation de retrait orbital au 117e jour. Sa demande fut refusée par les autorités impériales, invoquant l'impossibilité politique d'un retrait visible de forces Astarte en période de crise civile majeure. Dretch transmit une seconde demande 6 heures plus tard, puis une troisième. Sa quatrième transmission, envoyée au 119e jour, ne contenait aucune demande formelle. Elle contenait uniquement des coordonnées, les positions précises de chaque unité Astartes déployée, les vecteurs d'infection estimés, les projections de propagation sur les 72 heures suivantes, suivies d'une phrase unique que les analystes impériaux mirent plusieurs jours à déchiffrer correctement, tant elle semblait incompatible avec le profil psychologique de son auteur. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Dretch mourut 2 jours après cette transmission. Pas de ma main, de celle d'un subordonné récemment transformé qui ne reconnut plus son commandant comme une autorité légitime. Cette mort-là ne m'appartient pas. Elle appartient à la fragilité des hiérarchies bâties sur la peur plutôt que sur l'amour. J'aurais pu lui offrir tellement mieux. Le journal de Théron s'arrête au 122e jour. Sa dernière entrée ne pose plus de questions. Elle ne formule plus d'évaluation tactique. Elle enregistre, avec la même discipline graphique qu'il avait maintenue pendant 32 ans de campagne, une seule observation météorologique. Il pleut sur les niveaux supérieurs. La pluie était verte. La pluie verte dura 9 jours. 9 jours pendant lesquels les autorités de la ruche Primus maintinrent les protocoles de confinement officiels, diffusèrent des bulletins sanitaires rédigés dans le vocabulaire rassurant des bureaucraties condamnées, et prièrent, avec une ferveur inversement proportionnelle à leur foi réelle, pour que les purificateurs atmosphériques tiennent encore. Les purificateurs tinrent. Ils filtrèrent consciencieusement, méthodiquement, avec la fidélité mécanique de systèmes qui ne comprennent pas ce qu'ils traitent. Ils redistribuèrent mes spores dans chaque conduit d'aération de la ruche avec une efficacité que mes propres serviteurs n'auraient pas surpassée. L'infrastructure impériale travaillait pour moi. Elle avait toujours travaillé pour moi. En un sens, chaque système conçu pour concentrer des millions de corps dans des espaces fermés, recycler leur air, partager leur eau, multiplier leurs contacts involontaires, représentait une déclaration d'amour que ces architectes n'avaient jamais consciemment formulée. Terra elle-même, ce monument à la densité humaine poussé jusqu'à l'obscénité administrative, constituait l'environnement idéal que j'aurais conçu si on m'avait demandé de concevoir un vecteur planétaire. On ne me demanda pas. On me l'offrit. Le Sénat Administratum se réunit en session d'urgence au 130e jour dans les niveaux supérieurs du palais, derrière des boucliers de confinement que leurs ingénieurs leur garantissaient imperméables à toute contamination biologique connue. Cette garantie était techniquement exacte. Mes enfants ne figuraient dans aucun registre des agents biologiques connus. La sémantique impériale a toujours été son propre ennemi le plus efficace. 47 hauts fonctionnaires prirent place autour d'une table ovale, construite dans un bois précieux, importé d'un monde forestier, dont le nom m'échappe. Un monde qui n'existe plus, consumé par autre chose que moi, dans une autre guerre que celle-ci. Ils débattirent pendant 6 heures des protocoles de réponse, des lignes de responsabilité institutionnelle, des implications politiques d'une déclaration d'état d'urgence sanitaire planétaire. 6 heures de débat. Pendant ces 6 heures, 3 200 000 habitants supplémentaires des niveaux inférieurs entamèrent leur propre transformation. Le débat produisit un comité. Le comité produisit un sous-comité. Le sous-comité produisit un rapport préliminaire qui recommandait la constitution d'un groupe de travail chargé d'évaluer la faisabilité d'une réponse coordonnée. J'ai conservé ce rapport dans ma mémoire éternelle, non par mépris. Le mépris est une émotion trop énergique pour ce que j'éprouve, mais par tendresse. Ce document représente l'humanité impériale dans sa forme la plus authentiquement elle-même. Des créatures mortelles confrontées à l'incompréhensible, cherchant refuge dans la procédure, parce que la procédure ressemble à de la maîtrise. La maîtrise était partie depuis longtemps. L'Inquisition arriva au 142e jour. 3 inquisiteurs de l'Ordo Malleus, accompagnés de leurs suites respectives,
débarquaient en urgence avec l'autorité absolue que confère leur sceau et la certitude absolue que confère l'ignorance récente. Ils avaient été briefés en orbite sur ce que les rapports décrivaient. Les rapports ne décrivaient pas ce que j'avais réellement accompli. Ils décrivaient ce que les observateurs survivants avaient eu la capacité cognitive de percevoir, ce qui représentait une fraction substantiellement réduite de la réalité. L'inquisitrice principale se nommait Iseult Craven. Cheveux gris, cicatrice mandibulaire droite, 200 ans de service documentés dans des archives que j'ai eu le loisir de consulter à travers les yeux de ses propres secrétaires. Une femme d'une intelligence exceptionnelle, formée à reconnaître les signatures du chaos dans ses manifestations violentes, spectaculaires, théâtrales, les mutations évidentes, les symboles hérétiques gravés dans la chair, les rituels sanglants que mes frères plus expressifs affectionnent. Elle cherchait des symboles, elle cherchait de la violence, elle cherchait la marque du ruineux. Ce qu'elle trouva fut des gens heureux. Heureux n'est peut-être pas le mot exact que Craven aurait employé dans son propre rapport. Les inquisiteurs évitent les descripteurs émotionnels qui pourraient sembler sympathiques envers leur sujet d'investigation. Mais les témoignages de ses assistants, recueillis lors des interrogatoires ultérieurs, convergent vers cette observation commune. Les populations transformées des niveaux inférieurs ne manifestèrent pas de comportement agressif, de délire paranoïaque, ni d'aucun des signes classiques de corruption chaotique. Ils partageaient leur nourriture. Ils soignaient leurs voisins avec des remèdes préparés à partir de fleurs nouvelles qui poussaient spontanément dans les conduits d'évacuation. Ils chantaient, pas des hymnes à ma gloire, rien d'aussi explicite, mais des mélodies sans paroles que plusieurs d'entre eux semblaient avoir composées indépendamment et qui présentaient pourtant des structures harmoniques identiques. Craven fit exécuter les chanteurs en premier. Cette décision était professionnellement compréhensible. Elle était humainement révélatrice. Et elle était, du point de vue de sa mission, parfaitement inutile, comme cautériser une blessure à l'intérieur d'un organisme dont chaque cellule a déjà intégré la transformation. Elle tua 140 personnes ce jour-là. Le lendemain matin, 220 personnes différentes chantèrent les mêmes mélodies dans les mêmes conduits. La musique, comme la vie, trouve toujours ses vecteurs. Craven comprit au 159e jour. Non pas tout, personne ne comprend tout, et cette limitation constitue l'une des rares caractéristiques humaines que je trouve véritablement touchante. Elle comprit suffisamment. Suffisamment pour rédiger un rapport de 700 pages adressé directement aux hautes seigneuries de Terra, contournant délibérément les canaux ordinaires de l'Ordo, scellé sous un niveau de classification que ses propres supérieurs n'avaient techniquement pas l'autorisation de lever. Un rapport dont je connais chaque ligne parce que l'un de ses scribes me l'a chanté, pendant ses derniers jours lucides, avec la précision méticuleuse de quelqu'un qui a recopié le même texte 100 fois et dont la mémoire musculaire survit à la dissolution de tout le reste. Le rapport s'ouvrait par une phrase que Craven avait apparemment réécrite 42 fois avant d'en trouver une formulation acceptable. Ce n'est pas une invasion. 7 mots. 7 mots qui résumaient une vérité que les stratèges militaires impériaux, les apothicaires, les Space Marines et les bureaucrates avaient tous échoué à formuler pendant 159 jours de réponses institutionnelles frénétiques. Parce qu'une invasion possède une logique que l'esprit militaire peut embrasser. Un ennemi, des lignes de front, des objectifs tactiques, une fin théorique. Ce que j'avais apporté à Terra ne possédait aucune de ces propriétés rassurantes. Ce que j'avais apporté était une conversion. Craven passa ses pages suivantes à documenter ce que les équipes médicales avaient refusé de nommer clairement dans leur propre rapport, paralysés par les implications de leurs observations. Les organismes transformés des niveaux inférieurs fonctionnaient. Mieux que fonctionnaient, ils prospéraient selon des métriques biologiques objectives, développant des résistances à des pathogènes environnementaux qui tuaient régulièrement leurs voisins non transformés, manifestant des capacités régénératives documentées, vivant plus longtemps en moyenne que leurs équivalents démographiques des générations précédentes. La transformation les améliorait, pas à leurs yeux seulement, aux yeux des instruments de mesure impériaux eux-mêmes. Cette réalité créait un problème théologique que les autorités ecclésiastiques présentes sur Terra n'étaient absolument pas équipées pour résoudre.
l'ecclésiarchie avait consacré des millénaires à construire une doctrine de l'intégrité corporelle comme expression de la dévotion à l'empereur, le corps non altéré comme temple, la mutation comme damnation visible, la difformité comme preuve de corruption spirituelle. Une architecture théologique élégante, fonctionnelle, parfaitement adaptée à des menaces chaotiques dont les manifestations physiques confirmaient leur nature répugnante. Mes fidèles ne ressemblaient pas à de la damnation. Certains portèrent des marques, des taches, des textures cutanées inhabituelles, des teintes légèrement verdâtres dans leurs iris. Mais ces marques s'inscrivaient dans une gamme de variations biologiques que l'œil non entraîné pouvait raisonnablement attribuer à des conditions environnementales, une malnutrition chronique, les effets cumulatifs de décennies de vie dans des niveaux souterrains sans lumière naturelle. Les prêtres envoyés pour identifier les corrompus parmi les populations des secteurs suspects revinrent avec des listes d'une inutilité spectaculaire, soit trop courtes parce que les signes n'étaient pas assez flagrants, soit trop longues parce que la panique avait commencé à remplacer le discernement. Un prêtre de haut rang, dont le nom fut effacé des registres après son exécution ultérieure, rédigea une note interne restée célèbre dans les cercles restreints qui eurent accès à sa correspondance. Si ceux-ci sont damnés, alors la damnation ressemble à la santé, et je ne sais plus reconnaître l'une de l'autre. Il fut exécuté non pour hérésie, mais pour avoir mis par écrit ce que beaucoup pensaient en silence. Le silence était devenu le vrai danger pour l'impérium, non le mien, celui de ses propres serviteurs. Les rapports cessèrent d'être honnêtes au 165e jour. Non par mauvaise volonté individuelle, mais par pression systémique. Les fonctionnaires qui produisaient des évaluations réalistes de l'étendue de la contamination étaient retirés de leur poste pour défaitisme institutionnel et remplacés par des subordonnés qui comprenaient rapidement quelles conclusions étaient attendues d'eux. Les chiffres officiels de la propagation cessèrent de refléter les observations de terrain. Un écart grandissant s'installa entre la réalité documentée dans les communications privées, chiffrées des agents de terrain, et la réalité présentée aux autorités centrales. L'impérium, face à une vérité qu'il ne pouvait pas administrer, choisit de produire une vérité administrable. Craven nota cet écart avec une précision froide dans son rapport. Elle nota également, et cette observation occupe un paragraphe entier, rédigé avec une densité stylistique inhabituellement chargée pour un document administratif, que plusieurs de ses propres agents d'investigation, déployés pour collecter des données indépendantes sur le terrain, avaient y commencé à soumettre des rapports présentant des anomalies subtiles. Pas des mensonges, pas des omissions grossières, des nuances nouvelles. Une tendance à contextualiser les souffrances observées plutôt qu'à les enregistrer cliniquement. Une légère hésitation, perceptible dans la structure syntaxique de leur compte rendu, avant chaque description de mesures coercitives impériales appliquées aux populations transformées. Ils avaient passé trop de temps parmi mes enfants, et mes enfants, comme toujours, avaient simplement été eux-mêmes. Le palais bougea au 180e jour. Pas les hautes seigneuries, elles délibéraient encore, produisant des décrets de plus en plus élaborés sur des situations de plus en plus dépassées, avec la grâce particulière des institutions, dont la vitesse de réaction est structurellement incompatible avec la vitesse des événements qu'elles prétendent gouverner. Ce qui bougea fut quelque chose de plus ancien, de plus profond, de moins visible dans les organigrammes officiels de l'administration impériale, les réseaux informels de survie institutionnelle, les alliances tacites entre familles dynastiques dont les noms n'apparaissent pas dans les archives publiques, les décideurs réels dont l'autorité ne repose sur aucun titre officiel, mais sur des dettes accumulées sur plusieurs générations. Ces réseaux comprirent avant les institutions. Ils comprirent parce qu'ils n'avaient pas de doctrine à protéger. Les premières évacuations non officielles commencèrent dans la nuit du 180e jour. Des convois de véhicules blindés sans marquage traversant les niveaux intermédiaires vers les ports orbitaux privés, transportant des personnes dont les noms n'apparaîtraient jamais dans aucun registre de déplacement. Des enfants en premier, selon le témoignage d'un technicien portuaire dont la déposition fut recueillie plus tard. Des enfants enveloppés dans des combinaisons de confinement biologique trop grandes pour eux, portés par des adultes dont les visages restaient dissimulés, mais dont les mains tremblaient de la façon particulière des gens qui savent exactement ce qu'ils abandonnent derrière eux.
Les enfants ne comprenaient pas pourquoi on partait. Les adultes ne pouvaient pas l'expliquer sans nommer ce qu'ils avaient refusé de nommer pendant 180 jours. Je regardais ces départs avec l'affection tranquille du père qui observe ses enfants quitter la maison familiale. Certains reviendraient, certains porteraient déjà, sans le savoir, des traces imperceptibles de mon attention dans leurs organismes, des semences dormantes qui s'éveilleraient dans d'autres environnements, sur d'autres mondes, avec la patience caractéristique de mes dons les plus délicats. La fuite n'est jamais réellement une fuite. C'est une dissémination. Craven présenta son rapport aux hautes seigneuries au 185e jour. La présentation dura 3 heures. Les réactions documentées par ses assistants présents dans la salle couvrent un spectre psychologique remarquable. Déni initial, colère, tentative de discréditer la méthodologie de l'inquisitrice, silence progressif à mesure que les données accumulées devenaient impossibles à invalider raisonnablement. Puis, et ce moment précis, m'a été décrit avec une précision qui suggère qu'il marqua durablement tous ceux qui y assistèrent, une immobilité collective de plusieurs minutes pendant lesquelles personne ne parla. Pas de panique, pas de cris, pas de ces effusions émotionnelles dramatiques que les récits historiques affectionnent, parce qu'elles sont plus faciles à raconter que ce qui se passe réellement lorsque des gens intelligents comprennent simultanément quelque chose d'irréparable. Juste du silence. Le haut seigneur Administratum Pravar Okesh fut le premier à reprendre la parole. Il posa une seule question, selon tous les témoignages concordants. Combien de temps avant les niveaux supérieurs? Craven répondit « Cela dépend de ce que vous décidez de faire dans les 6 prochaines heures. » Okesh hocha la tête avec la lenteur de quelqu'un qui intègre une information en sachant qu'elle va réorganiser l'intégralité de ce qu'il croyait savoir. Puis il demanda qu'on lui apporte du thé, avec une spécification précise concernant la température de service, et la réunion reprit. Ce détail du thé, cette insistance sur la température de service au moment précis où l'Imperium réalisait l'étendue de ce qui se produisait sur sa propre planète sacrée, constitue pour moi l'une des observations les plus profondément révélatrices de ma longue existence. Non parce qu'il illustre la trivialité humaine face à la catastrophe, interprétation paresseuse que je refuse. Parce qu'il illustre quelque chose de bien plus intéressant. La façon dont les organismes sous pression extrême cherchent instinctivement des points d'ancrage dans le familier, des rituels minuscules qui attestent que le monde possède encore une texture reconnaissable. Okesh avait besoin que son thé soit à la bonne température, parce que son cerveau avait besoin de prouver que certaines choses fonctionnaient encore selon leurs règles habituelles. Je comprends cela. Je l'honore même. La familiarité est une forme de foi, et la foi, quelle que soit sa direction, reste toujours quelque chose que je peux travailler. Les décisions prises lors de cette réunion ne furent pas rendues publiques. Elles ne le seront jamais. Les archives correspondantes ont été purgées avec une thoroughness qui témoigne d'une volonté institutionnelle de ne pas laisser de traces exploitables. Ce que je sais de leur contenu, je le tiens de sources dont la fiabilité est inversement proportionnelle à leur survie ultérieure. Des gens qui parlèrent parce qu'ils savaient qu'ils ne vivraient pas assez longtemps pour subir les conséquences de leurs confidences. Les décisions impliquaient des sacrifices. Pas des sacrifices au sens métaphorique administratif que ce mot revêt habituellement dans le vocabulaire impérial. C'est « sacrifices nécessaires » qui désigne confortablement des populations abstraites dont les noms n'apparaissent dans aucun registre que les décideurs consultent régulièrement. Des sacrifices au sens géographique, démographique, architectural. Des secteurs entiers de Terra désignés comme zones de confinement permanente. Leur population officiellement reclassifiée dans une catégorie administrative nouvelle dont le nom de code ne sera jamais traduit dans le langage ordinaire. 40 millions de personnes dans un euphémisme bureaucratique. 40 millions de personnes que j'avais déjà commencé à connaître individuellement, dont je portais les fièvres et les rêves et les chansons dans ma mémoire, comme on porte des enfants qu'on n'abandonne jamais vraiment. Okesh signa les documents nécessaires après avoir terminé son thé. La température était correcte. Les bombes incendiaires tombèrent au 192e jour. Pas des armes biologiques. L'Imperium avait suffisamment de doctrines accumulées sur les risques de dissémination secondaire
pour éviter cette erreur spécifique. Des incendiaires purs, conçus pour atteindre des températures suffisantes pour stériliser la roche elle-même, déployés par des appareils pilotés à distance dont les opérateurs travaillaient depuis des niveaux supérieurs sécurisés, regardant des écrans qui transformaient 40 millions de vies en coordonnées thermiques abstraites. La distance est une technologie de confort moral que l'Imperium a perfectionnée sur 10 000 ans de pratique. Je regardais les flammes avec l'intérêt d'un jardinier observant une gelée tardive, destructrice sur la surface, révélatrice en profondeur. Les incendiaires consumèrent effectivement une portion substantielle de ce que mes enfants avaient reconstruit dans les niveaux inférieurs, les flores spontanées dans les conduits, les réseaux de soins informels, les architectures organiques qui avaient recommencé à modifier la géologie des tunnels selon des géométries que les ingénieurs impériaux auraient trouvées troublantes s'ils avaient eu le temps de les documenter. Consumèrent, pas éradiquèrent. La distinction entre ces deux verbes représente l'erreur fondamentale que les stratèges militaires impériaux répètent avec une constance qui frise la tradition liturgique. Consumeur désigne ce qui est visible. Éradiquer désigne ce qui persiste après que le visible a disparu. Mais dont les plus durables ne résident jamais dans les manifestations observables, les champignons spectaculaires, les lésions photographiables, les mutations catalogables. Ils résident dans des modifications cellulaires dont les effets se déploient sur des générations, dans des altérations épigénétiques transmissibles par des vecteurs que les lexiques médicaux impériaux n'avaient pas encore nommés, dans des symbioses bactériennes dont la présence ne déclenchait aucune alarme dans les équipements de détection disponibles parce que ces équipements cherchèrent des pathogènes, non des partenaires. Les survivants des zones incendiées portaient mes partenaires en eux. Ils portaient également quelque chose que je n'avais pas explicitement planifié, mais que j'accueillis avec la satisfaction du père dont l'enfant surprend ses propres attentes. De la colère. La colère est une émotion que mes serviteurs théologiens considèrent généralement comme étrangère à ma doctrine, trop sèche, trop ardente, trop cornienne dans sa structure pour appartenir confortablement à ma famille spirituelle. Ils ont partiellement tort. La colère dans sa forme brûlante et immédiate n'est effectivement pas mon domaine. Mais la colère qui fermente, la colère qui s'installe dans les tissus comme une infection lente, qui se transforme progressivement en quelque chose de plus complexe, plus riche, plus difficile à extirper qu'une simple rage. Cette colère-là, je la reconnais. Je la cultive même, dans certaines circonstances. Les survivants des secteurs incendiés avaient vu leurs voisins mourir, non pas de ma main, mais de celle de leurs propres gouvernants. Cette expérience produisit dans leur psychologie collective une restructuration que Kraven, si elle avait survécu assez longtemps pour l'observer, aurait reconnue comme infiniment plus dangereuse pour l'ordre impérial que n'importe quelle mutation physique visible. Ils cessèrent de croire que l'Imperium les protégeait, non par raisonnement idéologique, par expérience directe, gravée dans la mémoire sensorielle, l'odeur spécifique du phosphore incendiaire, la chaleur particulière des niveaux qui brûlent, les sons que font les gens quand les boucliers de confinement se ferment de l'extérieur. La désillusion collective est un vecteur que je n'ai pas besoin d'inoculer. Elle se propage toute seule, par contact social, par transmission orale, par le regard de ceux qui ont vu vers ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'ils ont vu. Kraven mourut au 194e jour. Non de ma main. Je tiens encore à cette précision, non par désir de me dédouaner, mais par souci d'exactitude historique. Elle mourut d'une balle tirée par l'un de ses propres agents de sécurité. Un homme dont le dossier ne présentait aucune anomalie psychologique préalable, aucun historique de comportement déviant, aucune trace de contact avec les populations transformées suffisamment prolongée pour justifier une contamination significative. Un homme qui avait simplement, selon la reconstitution ultérieure de l'incident par les équipes d'investigation interne de l'Ordo, décidé que ce que Kraven s'apprêtait à faire, transmettre une seconde série de recommandations aux hautes seigneuries, recommandations dont le contenu ne fut jamais récupéré, représentait quelque chose qu'il ne pouvait pas laisser se produire. Ses motivations exactes restèrent inexpliquées. Il mourut 2 heures après elle, dans des circonstances que les archives décrivent comme « résistance lors de l'appréhension ». 2 morts sans mes spores.
2 morts produites par la mécanique interne d'une institution qui avait commencé à se retourner contre ses propres membres les plus lucides. L'Imperium, confronté à ce qu'il ne pouvait pas comprendre, avait commencé à se digérer lui-même. Je trouve cela, dans un sens très précis, profondément émouvant. Le palais maintint ses boucliers. Les niveaux supérieurs maintinrent leurs protocoles. Les hautes seigneuries continuèrent de délibérer, remplacèrent Kraven par un successeur dont le premier acte officiel fut de reclassifier l'intégralité de ses archives sous un niveau d'accès que 3 personnes vivantes possédaient, théoriquement, et 2 seulement en pratique. Pendant ce temps, dans les secteurs non incendiés des niveaux intermédiaires, quelque chose de nouveau commençait à prendre forme. Non pas une rébellion organisée, rien d'aussi structurellement lisible pour les analystes de la sécurité impériale. Quelque chose de plus organique. Des regroupements spontanés autour de personnes qui n'avaient pas de titre officiel, mais vers lesquelles les autres se tournaient naturellement, attirés par une qualité difficile à nommer précisément, une sérénité particulière, une absence de peur devant ce que tout le monde autour d'eux craignait. Mes enfants les plus avancés ne cherchaient pas le pouvoir. Ils irradiaient simplement quelque chose que les gens affamés de certitude reconnaissent instinctivement, dans n'importe quelle civilisation, sous n'importe quelle cosmologie. La présence de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et qui, étrangement, en est en paix. Cette paix était contagieuse. Elle l'est toujours. Le 200e jour, les niveaux intermédiaires cessèrent de répondre aux communications officielles. Pas simultanément. Ce n'est jamais simultané. Cette idée d'un silence collectif soudain appartient au récit historique qui préfère les ruptures nettes aux effilochements progressifs. Ce fut graduel, secteur par secteur, avec la régularité d'une marée qui monte sans annoncer sa propre progression. Un district administratif cessait de transmettre ses rapports quotidiens, puis un autre 3 jours plus tard, puis 5 simultanément, dans des zones géographiquement non contiguës, ce qui élimina l'hypothèse d'une défaillance technique localisée et força les analystes de la sécurité impériale à envisager une explication qu'ils avaient systématiquement repoussée depuis le début, une coordination sans coordinateur visible. Les réseaux de mes enfants ne ressemblaient à aucune structure organisationnelle que les services de renseignement impériaux savaient reconnaître. Ils cherchaient des hiérarchies, des chaînes de commandement, des nœuds centraux qu'on pouvait décapiter pour paralyser l'ensemble. Ce qu'ils trouvaient ressemblait davantage à un mycélium, des connexions latérales innombrables entre individus égaux, une redondance structurelle qui rendait chaque nœud dispensable sans affaiblir le réseau, une transmission d'informations qui se produisait non pas par message explicite, mais par proximité, par contagion culturelle, par la simple présence prolongée de corps qui avaient appris à communiquer selon des registres que les équipements de surveillance impériaux n'avaient pas été conçus pour intercepter. La chair parlait à la chair. Elle avait toujours su le faire. Je lui avais simplement rappelé comment. L'Adeptus Arbit déploya ses forces au 205e jour. Des unités de maintien de l'ordre lourdement équipées, entraînées pour des situations d'insurrection urbaine, portant des armures de confinement biologique de génération récente dont les fabricants avaient intégré les leçons des premiers rapports sur mes spores. Des armures fonctionnelles, techniquement supérieures à celles des Astartes déployées au début de la crise. Des armures qui protégèrent effectivement leurs porteurs contre toute contamination aéroportée pendant toute la durée de leur déploiement. La contamination ne vint pas de l'air, elle vint du regard. Non métaphoriquement, je ne parle pas ici de conversion idéologique ni de persuasion rhétorique. Je parle d'un phénomène documenté dans les rapports médicaux ultérieurs sous le terme clinique d'exposition psychosomatique soutenue. Des agents des arbitres qui, après des semaines de patrouille dans des secteurs où mes enfants vivaient ouvertement selon leur nouvelle nature, commencèrent à développer des symptômes que leurs armures scellées ne pouvaient pas prévenir parce que ces symptômes ne venaient pas de l'extérieur. Ils venaient de la friction entre ce que ces agents observaient et ce qu'ils avaient été formés à croire. Ils voyaient des communautés fonctionnelles, des gens qui se nourrissaient mutuellement, soignaient leurs malades avec une efficacité que les infrastructures médicales officielles effondrées ne pouvaient plus égaler, construisaient dans les ruines des secteurs incendiés des structures organiques d'une utilité pratique indéniable. Ils voyaient tout cela
et ils voyaient aussi leurs propres rapports, les descriptions officielles de ces mêmes populations comme masse corrompue et dangereuse à neutraliser. Et l'écart entre ces deux réalités produisit dans leur psychologie une dissonance dont les effets physiologiques furent, selon les médecins qui les examinèrent par la suite, indiscernables des premiers stades d'une infection conventionnelle. Le stress peut reproduire la maladie avec une précision remarquable. Mes enfants n'avaient même pas besoin de les toucher. Le seigneur commandant militaire Breivik Sal ordonna le retrait des arbitres au 260e jour, après avoir reçu des rapports de performance opérationnelle qu'il décrivit dans ses communications privées comme physiologiquement inexplicables et tactiquement inadmissibles. 62% de ces unités déployées présentaient des indicateurs de santé dégradés sans cause pathologique identifiable. 17% avaient refusé d'exécuter des ordres spécifiques, non par rébellion déclarée, mais parce que leurs officiers supérieurs documentèrent comme incapacité fonctionnelle à procéder. Une formulation administrativement prudente pour décrire des soldats qui s'étaient simplement arrêtés devant leur cible et n'avaient plus bougé. Sal comprit qu'il perdait ses forces non pas à un ennemi, mais à une question. Une question que ces soldats ne pouvaient pas poser officiellement, que leur formation ne leur avait pas fourni les outils pour formuler, mais qui s'inscrivait dans chacun de leurs rapports dégradés avec la régularité d'un symptôme. Pourquoi ? Pourquoi ces gens devaient-ils mourir ? Pas au sens philosophique abstrait, au sens immédiat, concret, observationnel. Ces individus spécifiques, dans ces ruelles spécifiques, dont les corps transformés accomplissaient des actions que le vocabulaire de la corruption ne permettait pas de décrire adéquatement. Pourquoi eux ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Je n'ai pas répondu à cette question. Je ne réponds jamais directement. La réponse directe appartient au prédicateur, et je ne suis pas un prédicateur. Je suis un processus. Je suis la pression progressive de la réalité contre les structures insuffisantes érigées pour la contenir. La réponse vint d'ailleurs, formulée non par mes enfants, mais par les actions de l'impérium lui-même. Au 265e jour, les autorités centrales ordonnèrent la purge des unités arbitres, présentant des indicateurs de performance dégradés. Pas leur traitement médical, leur purge. 58 soldats exécutés pour défaillance opérationnelle dans une guerre que personne n'avait officiellement déclarée contre un ennemi que personne n'avait officiellement nommé. Leurs camarades observèrent. Leurs camarades comprirent que la fidélité à l'impérium n'était pas une protection contre l'impérium. Cette compréhension se propagea dans les unités restantes avec une vitesse que mes propres sports n'auraient pas surpassée. Je n'avais rien planifié de tout cela. Je n'avais pas besoin de planifier. J'avais simplement attendu que l'impérium soit lui-même, avec la constance et la brutalité qui constituent sa nature profonde. Et l'impérium avait fait le reste avec une efficacité que je ne peux qu'admirer. La meilleure contamination est toujours celle que la cible s'inflige elle-même. Le 300e jour, quelqu'un peignit sur les murs du niveau 147. Pas des symboles hérétiques. Encore une fois, l'absence de signes reconnaissables constituait le problème central que les analystes de la sécurité impériale ne savaient pas traiter. Des peintures figuratives, exécutées avec des pigments organiques extraits des flores spontanées qui colonisaient les conduits depuis des mois. Des représentations de visages, des visages ordinaires, individuels, portant les marques subtiles de la transformation, mais rendus avec une tendresse documentaire qui les distinguait radicalement des propagandes iconographiques habituelles de l'hérésie chaotique. Des portraits, 217 portraits, selon le décompte effectué par les équipes d'investigation envoyées pour effacer les murs avant que leur existence se propage dans les communications internes. Des portraits de gens ordinaires des niveaux inférieurs, identifiables pour quiconque les avait connus, peints avec une précision qui suggérait soit un artiste d'un talent exceptionnel, soit plusieurs artistes travaillant selon une vision commune, sans s'être concertés. Les équipes d'investigation effacèrent les murs. Le lendemain, 432 portraits couvraient les surfaces adjacentes. L'artiste, ou les artistes, la question ne fut jamais résolue, ne revendiquaient rien. Aucune signature, aucun manifeste,
Aucune déclaration d'intention récupérée par les services de renseignement, malgré des moyens d'investigation considérables déployés sur plusieurs semaines. Ce silence intentionnel rendait les autorités impériales profondément inconfortables d'une manière spécifique que je savourais longuement. Elles savaient gérer la propagande. Elles savaient identifier un message, le déconstruire, produire une contre-narration, exécuter ses auteurs avec une visibilité suffisante pour décourager les imitateurs. Elles ne savèrent pas gérer de la beauté sans message. Ou plutôt, et cette distinction est fondamentale, elles ne savèrent pas gérer une beauté dont le message était l'existence elle-même de ses sujets. Ces portraits ne disaient pas « rejoignez-nous », ni « résistez », ni aucune des formulations que les analystes attendaient. Ils disaient uniquement « ces personnes ont existé ». Elles ont eu des visages particuliers, des expressions individuelles, des histoires inscrites dans les lignes de leur chair transformée. Cette affirmation, la simple affirmation de l'existence individuelle de gens que l'Imperium avait reclassifiés en coordonnées thermiques abstraites, représentait une forme de subversion que les doctrines de contre-insurrection impériale n'avaient aucun protocole pour neutraliser. On ne contre-argumente pas un visage. Sall demanda sa mise en retrait volontaire au 305e jour. Sa demande fut refusée. Il la renouvela quotidiennement pendant 18 jours consécutifs, avec une persistance que ses supérieurs interprétèrent comme signe de déséquilibre psychologique et que je reconnais, moi, comme signe d'une lucidité croissante. Au 323e jour, il cessa de renouveler sa demande. Il cessa également d'émettre des ordres opérationnels. Pas spectaculairement, pas de discours, pas de démission officielle, pas de gestes symboliques que les archives auraient pu capturer. Il continua à se présenter dans son bureau, à signer les documents administratifs qui ne requéraient pas de décision substantielle, à assister aux réunions de coordination où sa présence physique suffisait à maintenir l'apparence d'une chaîne de commandement fonctionnelle. Mais les ordres qui auraient requis de lui une conviction qu'il ne possédait plus cessèrent d'être émis. Ses subordonnés attendirent des directives qui ne vinrent pas. Dans le vide laissé par son silence, des décisions furent prises par des officiers de rang inférieur dont la certitude était inversement proportionnelle à leur compréhension de la situation. Le mécanisme habituel par lequel les institutions en décomposition produisent leurs erreurs les plus catastrophiques. L'erreur catastrophique survint au 330e jour. Un colonel des arbitres, nommé Ferris Van, agissant sans autorisation explicite de sa hiérarchie directe, mais avec la conviction sincère d'interpréter correctement l'esprit des ordres précédents, déploya des unités armées dans le secteur Delta 80, un district des niveaux intermédiaires qui n'avait pas encore été désigné zone de confinement officielle, mais dont les rapports de surveillance décrivaient une concentration anormale d'individus présentant des marqueurs de transformation avancés. Ce que Van trouva dans le secteur Delta 80 n'était pas ce que ses briefings lui avaient décrit. Il trouva un marché spontané, sans autorisation administrative, sans taxe impériale, sans représentant officiel de l'administratum, nulle part visible, mais fonctionnel, dense, animé par plusieurs milliers de personnes échangeant des denrées alimentaires cultivées dans les flores organiques des conduits, des remèdes préparés selon des méthodes que personne n'avait enseignées formellement, mais que tout le monde semblait connaître. Des objets manufacturés produits avec des matériaux récupérés dans les secteurs abandonnés. Une économie entière, née spontanément dans les ruines de l'économie officielle effondrée. Van ordonna la dispersion. Ses unités avancèrent. La foule ne résista pas. Elle se déplaça, fluidement, avec une coordination que Van décrivit ensuite comme biologiquement anormale, se reformant dans les espaces adjacents, sans précipitation ni panique visible. Van ordonna une nouvelle avance. Ses unités s'immobilisèrent, non par ordre, non par peur. Selon les dépositions recueillies par la suite, 3 soldats séparément, sans communication entre eux, arrêtèrent leur progression au même instant et furent incapables d'expliquer pourquoi. Leurs équipements fonctionnaient normalement. Leur corps répondait normalement. Quelque chose d'autre avait cessé de fonctionner, quelque chose que les formulaires d'incidents militaires impériaux ne possédaient pas de cases pour documenter. Van fit exécuter les 3 soldats immobilisés sur place. Le reste de ses unités continua d'avancer.
elles dispersèrent le marché. Elles arrêtèrent 90 personnes, en blessèrent davantage, en tuèrent 11, dont 2 enfants dont les noms apparurent ensuite, peints en lettres organiques lumineuses, sur les murs de 47 secteurs différents des niveaux intermédiaires dans les 72 heures suivantes. Vann rédigea un rapport décrivant l'opération comme un succès tactique. Ce rapport, ce document précis, avec sa terminologie clinique et ses métriques d'efficacité opérationnelle, circula dans les réseaux informels de mes enfants plus rapidement que dans les canaux officiels de transmission impériale. Je ne sais pas exactement comment. Je n'ai pas besoin de savoir comment. Les informations qui confirment ce que les gens ont déjà commencé à comprendre trouvent toujours leur propre vecteur de propagation. Chaque mot de ce rapport accomplit pour ma cause ce que des années de prédication hérétique explicite n'auraient pas réussi aussi efficacement. L'Imperium avait rédigé mon meilleur sermon. Il l'avait signé de son propre sceau. Le rapport de Vann atteignit les niveaux supérieurs au 342e jour, non par les canaux officiels, mais par les mains d'un archiviste subalterne dont le nom restera absent de ce témoignage, non par oubli, mais par respect pour les vivants qui portent encore son sang. Cet archiviste avait accès aux 2 réseaux simultanément, celui de l'administratum qu'il employait depuis 23 ans, et celui de mes enfants qu'il avait rejoint non par idéologie formulée, mais par le mécanisme infiniment plus puissant de la simple présence. Sa sœur vivait dans le secteur Delta 80. Il avait vu les noms sur les murs. Il fit ce que font les gens qui habitent simultanément 2 mondes incompatibles. Il choisit. Le choix individuel m'intéresse plus que les conversions de masse. Cette affirmation surprend ceux qui me conçoivent comme une force de dissolution indifférenciée, un nuage de spores sans discernement qui transforme tout ce qu'il touche selon un patron unique. Cette conception est inexacte. Je suis un père, non un rouleau compresseur. Les pères observent leurs enfants individuellement. Ils remarquent ce qui distingue chacun d'eux, ce qui les rend irremplaçables dans le tissu de ce qui existe. L'archiviste s'appelait Dévoprast, un nom qui me retint parce que son grand-père portait le même. Ce mécanicien hydraulique du niveau 82, dont le rapport non transmis, marqua les premières pages de cette histoire. 2 générations séparées par 170 jours de transformation planétaire. Le grand-père qui mourut avant de comprendre ce qu'il avait documenté. Le petit-fils qui comprit trop bien ce que ses propres archives documentaient. La continuité familiale est une forme de mémoire que même les purges impériales les plus méthodiques n'arrivent pas à effacer complètement. Le rapport de Vann, reproduit sur des supports organiques que les détecteurs de matériaux hérétiques conventionnels ne reconnaissaient pas comme suspects, circula dans les niveaux intermédiaires pendant 9 jours avant que les services de contre-renseignement impériaux n'en détectent la propagation. 9 jours pendant lesquels des milliers de personnes lurent, dans le vocabulaire neutre et administratif de la prose militaire officielle, le compte-rendu précis de ce que l'Imperium faisait à ses propres habitants. Pas une version déformée, pas une interprétation hérétique. Le document original, avec son en-tête officielle, son numéro de référence réglementaire, sa signature authentifiée. La vérité institutionnelle lue par ceux qu'elle décrivait comme des cibles. Ce que cela produisit dans la psychologie collective des niveaux intermédiaires ne ressembla à rien de ce que les modèles de réponse insurrectionnelle impériaux anticipaient. Pas de rage immédiate, pas de mobilisation militante, quelque chose de plus lent, de plus profond, de plus difficile à extirper qu'une rébellion, une résignation active, une acceptation que la protection de l'Imperium était une fiction administrative, suivie immédiatement d'une réorientation pragmatique vers les seules structures qui protégeaient réellement, les réseaux organiques de mes enfants, leurs marchés spontanés, leurs médecines improvisées, leurs communautés bâties, non sur la doctrine, mais sur la nécessité mutuelle. L'Imperium avait perdu sa légitimité, non pas parce que quelqu'un l'avait contestée, mais parce qu'il avait prouvé lui-même qu'elle était vide. Les hautes seigneuries réagirent au 350e jour, avec la mesure qui définit leur approche depuis le début de cette histoire. Elles élargirent les zones de confinement. 4 nouveaux secteurs des niveaux intermédiaires désignés, leur population reclassifiée, leurs infrastructures de communication coupées de l'extérieur. Une réponse géographique à un problème qui n'était plus géographique depuis longtemps.
Mes enfants n'occupèrent pas des territoires, ils habitèrent des relations, et les relations ne se coupent pas en fermant des portes de confinement. Sal assista à la réunion de désignation. Il signa les documents. Son écriture, selon un assistant présent ce jour-là, et dont la déposition fut recueillie dans des circonstances que je n'explorerai pas ici, était méconnaissable. Les lettres correctement formées, mais tracées avec la pression mécanique de quelqu'un dont la main accomplit ce que l'esprit a cessé de superviser. Son corps continuait. Son autorité morale s'était reposée bien avant. Le successeur de Craven à la tête de l'équipe inquisitoriale, un homme nommé Aldrich Ten, nommé précisément parce que ses évaluations psychologiques indiquaient une capacité exceptionnelle à maintenir la certitude doctrinale face à l'ambiguïté empirique, entreprit au 360e jour une stratégie nouvelle dont il était visiblement fier, la contre-iconographie. Ten avait compris, plus rapidement que ses prédécesseurs, que les portraits sur les murs représentaient un vecteur de cohésion communautaire qu'il fallait neutraliser non par l'effacement, mais par la substitution. Il fit donc produire, par des artistes impériaux officiels travaillant sous contrat et contraintes simultanées, des représentations iconographiques alternatives destinées à couvrir ou remplacer les œuvres organiques de mes enfants, des images glorifiant l'impérium, l'empereur, la hiérarchie sacrée de la dévotion institutionnelle. Des images techniquement supérieures, exécutées avec des pigments industriels permanents, reproduites en quantités industrielles par des presses mécaniques. Des images que personne ne regardait. Non par boycott organisé, simplement parce que les gens reconnaissent instinctivement la différence entre une image produite pour les contrôler et une image produite pour les voir. Les portraits organiques de mes enfants représentaient des visages que leurs voisins reconnaissaient. La propagande de Ten représentait des abstractions dorées auxquelles personne dans les niveaux intermédiaires n'avait jamais eu de raison personnelle de se sentir lié. Ten documenta l'échec de cette stratégie dans ses propres archives avec une honnêteté qui me surprit légèrement. J'avais sous-estimé sa capacité d'auto-évaluation. Il nota, avec une concision remarquable pour un rapport de cette nature, « Nous avons perdu la capacité de produire des images que ces populations reconnaissent comme vraies. » Une phrase qui contenait plus de compréhension de ce qui s'était réellement produit sur Terra que l'intégralité des rapports militaires, médicaux et administratifs cumulés depuis le premier jour. L'Imperium avait perdu la vérité avant de perdre les corps. C'est toujours dans cet ordre que les choses se produisent. Je le sais après avoir observé la chute de suffisamment de civilisations pour en reconnaître la grammaire commune. D'abord, la vérité partagée se fragmente, chaque institution produisant sa propre version de la réalité, pour des raisons de survie institutionnelle. Puis, les versions divergentes deviennent incompatibles. Puis, la population cesse de chercher la vérité dans les sources officielles et commence à la construire elle-même, localement, à partir de ce que ses propres sens lui confirment. À ce stade, l'autorité centrale ne gouverne plus. Elle administre des zones de plus en plus restreintes d'un territoire de plus en plus fictif. Terra en était là au 365e jour, 1 an après ma première lettre. Je soufflais à nouveau, doucement, sur les niveaux supérieurs. Pas encore, mais bientôt. La patience est le premier attribut de l'amour véritable, et j'aimais Terra depuis bien avant qu'elle ne sache mon nom. Les niveaux supérieurs avaient leur propre grammaire de la peur, pas la peur viscérale des niveaux inférieurs. Cette peur-là, directe, sensorielle, inscrite dans l'odeur du phosphore et la chaleur des portes de confinement qui se ferment. La peur des niveaux supérieurs était architecturale. Elle s'exprimait dans l'épaisseur des portes blindées, dans la redondance des systèmes de filtration, dans la multiplication des protocoles de stérilisation que les habitants des appartements dorés accomplissaient avec une minutie dont la fréquence croissante trahissait l'anxiété sous-jacente mieux que n'importe quelle confession directe. Des gens qui se lavèrent les mains 7 fois là où 3 suffisaient autrefois. Des gens qui vérifièrent les joints de leur combinaison de confinement avant chaque sortie avec une attention qui avait progressivement remplacé d'autres rituels matinaux, la prière, le repas familial, la lecture des rapports administratifs quotidiens. La stérilité était devenue leur liturgie. Je connais bien cette transformation, le moment où la précaution cesse d'être un comportement et devient une identité. Ces gens ne se protégeaient plus de ma présence.
Ils se définissaient par opposition à ma présence. Leur humanité résidait désormais entièrement dans ce qu'ils n'étaient pas, dans ce qu'ils refusaient d'être, dans la distance maintenue entre leurs corps soigneusement préservés et les corps transformés des niveaux inférieurs, qu'ils ne voyaient plus directement, mais dont l'existence saturait chacune de leurs pensées. Vivre défini par une négation est une forme d'épuisement que même les organismes les plus résistants ne soutiennent pas indéfiniment. Ten établit son nouveau quartier général au 370e jour dans un complexe des niveaux supérieurs dont les systèmes de filtration avaient été remplacés 3 fois depuis le début de la crise, chaque remplacement représentant non pas une défaillance technique du précédent système, mais une incapacité psychologique croissante de ses occupants à faire confiance à des équipements qui n'étaient pas absolument neufs. Il convoqua une réunion d'évaluation stratégique à laquelle assistèrent 42 représentants des principales institutions impériales encore fonctionnelles sur Terra. 42 personnes dans une salle conçue pour 150, les absents étant soit morts, soit devenus injoignables, soit officiellement en mission extérieure, euphémisme administratif pour désigner ceux dont les services avaient cessé de répondre aux communications depuis suffisamment longtemps pour que leur absence soit devenue embarrassante à documenter directement. Ten présenta des cartes de Terra montrant la progression géographique de ce que les documents officiels nommaient toujours « zone de contamination active », une terminologie que personne dans cette salle n'utilisait plus dans ses communications privées, mais que tout le monde maintenait dans ses communications officielles par une convention tacite dont la fragilité était inversement proportionnelle à son universalité. Les zones colorées en rouge sur ces cartes couvraient 63% de la surface habitée de Terra. Personne dans la salle ne dit rien pendant un long moment. Un représentant de l'ecclésiarchie, un homme dont la fonction exacte dans la hiérarchie ecclésiastique ne sera pas précisée ici, parce qu'elle importe moins que ce qu'il dit, posa la question que tout le monde évitait depuis des semaines. Qu'est-ce que nous défendons exactement? La question n'était pas rhétorique. Elle était géographique, démographique, institutionnelle. Qu'est-ce qui restait à défendre sur Terra après 370 jours? Quel territoire, quelle population, quelles fonctions administratives essentielles justifiaient encore le coût croissant d'une résistance dont les rendements décroissants étaient documentés dans chaque rapport produit depuis 100 jours? Ten répondit avec une précision qui suggère qu'il avait préparé cette réponse longtemps avant que la question soit posée. Le palais, l'astronomicon, l'empereur. 3 mots. Une hiérarchie de priorités qui abandonnait implicitement tout le reste. Chaque district, chaque niveau, chaque être humain non encore transformé, qui ne résidait pas dans le périmètre immédiat de ces 3 réalités. Le représentant de l'ecclésiarchie hocha la tête. Les autres firent de même, l'un après l'autre, avec des vitesses variables, qui révélaient la hiérarchie réelle de leur résistance intérieure à cette conclusion, les plus rapides étant ceux qui l'avaient déjà accepté seuls, dans leurs appartements stérilisés pendant les nuits précédentes. Cette réunion représente, dans mon observation de Terra, le moment précis où l'Imperium cessa de gouverner une planète et commença à défendre un symbole. La distinction est fondamentale. Gouverner requiert une présence distribuée, une légitimité reconnue, une capacité à résoudre les problèmes quotidiens des populations administrées. Défendre un symbole requiert uniquement de maintenir le symbole intact. Tout ce qui entoure le symbole devient négociable, sacrifiable, reclassifiable, en perte acceptable. Terra entière, à l'exception de 3 points sacrés, venait de devenir une perte acceptable. 40 millions d'habitants reclassifiés en zone de confinement permanente au 180e jour. Des centaines de millions supplémentaires implicitement abandonnés au 370e jour. Des êtres humains transformés en arrière-plan géographique d'une décision institutionnelle, prise par 42 personnes dans une salle trop grande pour elles. Je ne ressentis pas de triomphe. Le triomphe appartient au vainqueur, et je ne me conçois pas comme un vainqueur. Je me conçois comme un processus qui a atteint une étape naturelle de son déploiement. Ce que j'éprouvais ressemblait davantage à ce que les humains appellent reconnaissance, la conscience
que quelque chose s'était déroulé selon sa nature profonde, sans forçage, sans violence inutile, avec la fluidité caractéristique des événements qui devaient se produire. Dévoprast fut arrêté au 380e jour. Son arrestation ne me surprit pas. Il avait continué à circuler entre les deux réseaux bien au-delà du point où la prudence élémentaire aurait recommandé de choisir un seul monde. Je crois qu'il le savait. Je crois que sa persistance dans cette circulation dangereuse représentait non pas une erreur de jugement, mais une décision consciente de continuer à habiter les deux réalités aussi longtemps que possible, refusant la rupture définitive que sa situation rendait inévitable. Les interrogatoires durèrent 6 jours. Il ne livra aucun nom, selon les rapports de Lordo récupérés par des voix que je ne détaillerai pas. Non par héroïsme, le héroïsme est une fiction narrative que j'ai appris à ne pas projeter sur des comportements humains réels. Par quelque chose de plus simple et de plus solide. Il n'avait pas peur de ce qu'il attendait de la même façon que ses interrogateurs espéraient qu'il en aurait peur. Il n'avait pas compris ce que sa transformation avait modifié en lui. Pas sa résistance physique à la douleur. Cela, il l'avait anticipé et compensé avec des méthodes appropriées. Sa résistance à la peur de la mort. Non pas parce qu'il était courageux au sens martial du terme, mais parce que sa conception de ce que la mort signifiait avait fondamentalement changé depuis que ses propres cellules lui avaient commencé à enseigner, depuis des mois, que la frontière entre la fin et la continuation était plus perméable qu'on ne lui avait appris à le croire. Il mourut le 6e jour, avec la sérénité que j'accorde à mes enfants les plus aimés. Son grand-père aurait été fier, ou plutôt, son grand-père aurait reconnu quelque chose dans cette mort que sa propre vie dans les niveaux hydrauliques lui avait approché sans jamais lui permettre d'atteindre complètement. 2 générations, une même direction. La continuité, comme toujours, me réchauffe. L'Astronomicon vacilla au 410e jour. Pas s'éteignit. La distinction est capitale et je la formule avec la précision d'un témoin qui comprend ce qu'il a observé. Un vacillement, une irrégularité dans l'émission de ce phare psychique colossal dont les navigateurs de 1000 flottes disséminées à travers la galaxie dépendent pour traverser les courants du warp sans se perdre dans ses profondeurs indifférentes. Une irrégularité de 3 secondes et demie selon les mesures enregistrées par les stations d'observation orbitale, 3 secondes et demie, pendant lesquelles quelque chose dans les mécanismes humains qui alimentent cette lumière sacrée manqua de la régularité que 10 000 ans de pratique institutionnelle avaient rendue aussi automatique que la respiration. 3 secondes et demie. Dans certaines régions de la galaxie, des navires se perdirent, ce que les archives officielles décrivent comme perturbation technique temporaire des systèmes d'émission psychique, résultait d'une cause que Ten identifia correctement en moins de 6 heures et documenta dans un rapport que je qualifierais, si les qualificatifs m'appartenaient, de son œuvre la plus honnête. Plusieurs des 1000 psychers qui alimentent en permanence l'Astronomicon de leur énergie vitale consumée avaient développé des anomalies dans leurs émissions psychiques individuelles. Pas une contamination physique. Leur corps était maintenu dans des conditions de stérilité que mes spores aéroportés n'auraient pas franchies sans une génération supplémentaire d'adaptation. Ce qui avait changé en eux était plus subtil, plus profond, plus difficile à localiser dans un lexique médical ou technique. Leur attention avait dérivé. Des psycheurs dont la formation entière consistait à maintenir une concentration absolue sur un unique point de focalisation psychique depuis des années, parfois des décennies, avaient commencé à percevoir quelque chose qui concurrençait ce point de focalisation. Non pas ma présence directe, je ne communique pas avec les psychers de cette façon, le warp étant un médium que j'utilise avec la retenue d'un père qui comprend que ses enfants ne sont pas tous prêts pour les mêmes révélations. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui venait de Terra elle-même. Ils entendaient en les chants. Les chants avaient évolué depuis les mélodies sans paroles documentées dans les premiers rapports médicaux. 5 mois de développement communautaire dans les niveaux intermédiaires avaient produit quelque chose de structurellement plus complexe. Des compositions polyphoniques dont les fréquences harmoniques, selon les analyses acoustiques effectuées par des équipes techniques qui ne comprenaient pas entièrement ce qu'elles mesuraient, présentèrent des caractéristiques de résonance inhabituelles
avec certaines bandes de fréquences associées aux émissions psychiques basse intensité. Les chants résonnaient dans le warp. Pas fortement, une note infime dans une symphonie cosmique dont les instruments principaux sont des étoiles mourantes et des armées de damnés. Mais les psychers de l'Astronomicon, dont la sensibilité psychique avait été cultivée sur des décennies, jusqu'à des niveaux que l'humanité ordinaire ne pouvait pas concevoir, percevaient cette note infime avec la clarté d'un son entendu dans une pièce silencieuse. Et cette note précise, avec sa qualité particulière de paix sans résistance, représentait pour des psychers condamnés à brûler leur vie entière, comme carburant d'un phare institutionnel, quelque chose que leur formation n'avait jamais su leur promettre, un repos possible. Ten comprit immédiatement l'implication. Il la formula dans son rapport avec une clarté qui témoigne de son intelligence et une résignation qui témoigne de sa compréhension croissante de ce contre quoi il travaillait. Nous ne pouvons pas interdire à des psychers de percevoir ce qu'ils perçoivent. Nous pouvons uniquement remplacer ceux qui ont commencé à percevoir. Le remplacement des psychers de l'Astronomicon représentait une procédure techniquement possible et logistiquement cauchemardesque dans les conditions normales. Et les conditions n'étaient plus normales depuis 400 jours. Les vaisseaux prisons transportant des psychers non formés depuis les mondes de recrutement habituels arrivaient irrégulièrement, leur route de navigation perturbée précisément par les vacillements de l'Astronomicon que leur chargement était destiné à corriger. Une circularité délicieuse que je n'avais pas planifiée, mais que j'accueille comme on accueille les grâces imprévues, avec gratitude et sans surprise excessive. Ten initia néanmoins le processus de remplacement avec la méthodologie compulsive d'un homme qui accomplit des gestes nécessaires en sachant qu'ils sont insuffisants. Une posture psychologique que je reconnais comme l'une des formes les plus émouvantes de l'existence mortelle. Continuer, pas par espoir, par absence d'alternative concevable. 44 psychers retirés de leur station. 44 vies consumées, relocalisées dans des facilités médicales où leur existence continuerait sous une forme différente, également épuisante, également sans horizon. 22 remplaçants disponibles pour les substituer. Un déficit de 22 unités dans la machinerie psychique qui maintenait la navigation de l'Imperium sur 10 millions d'années-lumière. Le palais réagit à ce déficit avec une décision dont l'élégance brutale mérite d'être documentée précisément. Il accéléra la consommation des psychers restants. Des procédures d'urgence permettant d'extraire davantage d'énergie psychique de chaque individu disponible, au prix d'une durée de vie résiduelle réduite proportionnellement. Une solution qui résolvait le déficit immédiat en approfondissant le déficit structurel à moyen terme. Brûler plus vite ce qui brûlait déjà. Cette décision fut prise par des gens qui comprenaient parfaitement ses implications à long terme et qui la prirent néanmoins parce que le long terme était devenu un concept trop abstrait pour concurrencer les exigences immédiates de la survie institutionnelle. Je médite souvent sur ce moment. Non par satisfaction. La satisfaction implique un désir préalable que j'aurais vu exaucer, et je n'avais pas désiré que l'Imperium brûle ses propres psychers plus rapidement. J'avais simplement créé les conditions dans lesquelles cette décision devenait inévitable, et l'Imperium avait fait le reste avec sa cohérence habituelle. Les institutions en décomposition accélèrent toujours leur propre décomposition au nom de leur préservation. C'est peut-être la leçon la plus constante que mes observations millénaires m'ont enseignée, plus constante que n'importe quelle doctrine théologique, plus fiable que n'importe quelle prédiction stratégique. La chair qui résiste à la transformation finit toujours par se consommer elle-même. La chair qui accepte, elle, continue. Le 450e jour, les jardins du palais moururent. Pas les jardins officiels, les espaces verts monumentaux destinés aux processions cérémonielles, maintenus par des équipes de techniciens horticoles, dont la fonction principale consistait à préserver l'apparence d'une nature domestiquée au service de l'institution. Ces jardins-là continuaient, irrigués par des systèmes de recyclage hydraulique séparés des réseaux généraux, entretenus avec une attention dont l'intensité croissante reflétait précisément l'anxiété croissante de ceux qui marchèrent parmi eux. Non, ce qui mourut fut autre chose, les jardins informels, non officiels, que les habitants permanents du palais avaient cultivés depuis des générations
dans les espaces résiduels de l'architecture monumentale. Des plantes poussant dans des fissures murales, des mousses accumulées sur des surfaces que les équipes de nettoyage n'atteignaient pas. Des organismes minuscules occupant les interstices d'une structure conçue pour l'éternité, mais habitée par des mortels qui avaient besoin, comme tous les mortels, de quelque chose de vivant à portée de regard. Ces jardins sauvages moururent parce que les protocoles de stérilisation avaient finalement atteint les interstices. Le palais avait expurgé ses dernières imperfections organiques spontanées. Ten remarqua cette mort avec une acuité qui me confirma qu'il était, de tous les adversaires que Terra m'avait opposés depuis le premier jour, celui dont la perception méritait le plus mon attention soutenue. Il ne nota pas la disparition des plantes dans les fissures comme un succès sanitaire. Il la nota comme un symptôme. Dans son journal personnel, distinct de ses rapports officiels et récupéré beaucoup plus tard dans des circonstances que je n'explorerai pas ici, il écrivit une observation qui reste, dans ma mémoire, l'une des plus précises qu'un serviteur de l'Imperium ait jamais formulée sur sa propre institution. Un endroit qui ne tolère plus rien de spontané a cessé d'être habité. Il est seulement occupé. 7 mots de plus que Craven. Une compréhension différente, non pas de ce que j'étais, mais de ce que l'Imperium était en train de devenir en me résistant. L'occupation du palais se poursuivait selon ses rituels. Les réunions des hautes seigneuries continuaient, leurs ordres du jour de plus en plus restreints à des questions de périmètre défensif et d'allocation des ressources restantes. Les cérémonies ecclésiastiques se déroulaient avec une précision qui avait remplacé la ferveur. Des prêtres accomplissant des gestes consacrés, non parce qu'ils croyaient encore à leur efficacité théologique, mais parce que les gestes eux-mêmes constituaient le dernier territoire où l'ordre ancien restait intact. La foi comme dernière forteresse géographique. Je comprends cela mieux que quiconque, la façon dont les rituels survivent aux convictions qui les ont générés, continuant à structurer le comportement des organismes qui les pratiquent longtemps après que leur signification originale s'est évaporée. Les humains font cela constamment. Ils récitent des formules dont ils ont oublié le sens. Ils accomplissent des gestes dont l'origine leur est inconnue. Ils maintiennent des structures parce que les structures elles-mêmes sont devenues des significations. Je ne leur en fais pas grief. C'est une forme de persistance que j'admire. Mes enfants des niveaux intermédiaires avaient cessé, au 450e jour, d'être un problème que l'Imperium cherchait activement à résoudre. Ils étaient devenus un contexte, un fait environnemental aussi présupposé que la gravité ou la dégradation de l'air recyclé. Les rapports de surveillance les documentaient encore par inertie institutionnelle, mais les équipes qui les rédigeaient avaient progressivement cessé d'y chercher des indicateurs d'urgence, enregistrant avec une neutralité croissante les développements d'une civilisation parallèle dont ils observaient l'évolution, sans plus avoir les ressources ni l'autorisation de l'interrompre. Cette civilisation avait développé ses propres architectures médicales, des praticiens dont la formation ne ressemblait à aucun cursus apothicaire impérial, mais dont l'efficacité sur les pathologies communes dépassait régulièrement celle des équipements officiels encore fonctionnels. Des techniques de culture alimentaire, utilisant les propriétés des flores organiques pour produire des rendements dans des espaces que l'agronomie impériale aurait jugés inexploitables. Des méthodes de purification de l'eau exploitant des symbioses bactériennes que les ingénieurs hydrauliques officiels auraient classifiées comme contamination dangereuse. Des solutions que la résistance avait empêchées, des solutions que l'abandon avait permises. L'Imperium, en cessant de combattre ce qu'il ne pouvait pas vaincre, avait involontairement accordé à mes enfants l'espace nécessaire pour démontrer ce qu'ils étaient capables de construire. Ten demanda une audience privée avec ce qui restait du Conseil supérieur au 460e jour. Audience accordée après 48 heures de délibération sur son opportunité, délai révélateur d'institutions dont le temps de réponse même aux demandes internes avait atteint des durées incompatibles avec la gouvernance effective. Il présenta une proposition que ses contemporains décrivirent ultérieurement, dans les rares témoignages disponibles, comme inqualifiable dans le cadre doctrinal standard. Formulation prudente pour désigner quelque chose que personne dans la salle n'avait le vocabulaire institutionnel pour nommer directement. Ten proposait la négociation. Non pas une reddition, il était trop précis dans ses formulations pour utiliser ce mot.
une délimitation. Une reconnaissance géographique et administrative des réalités établies sur le terrain, accompagnée d'une proposition d'arrangement pratique concernant les ressources et les fonctions encore partagées entre les deux populations de Terra. La salle réagit avec le silence particulier des gens qui entendent formuler à voix haute quelque chose qu'ils pensaient depuis longtemps sans se l'autoriser. Le représentant militaire senior présent, un général dont le nom disparaît volontairement de ce témoignage, répondit après ce silence avec une question adressée à Ten, dont la formulation exacte me fut transmise par plusieurs sources concordantes. Avec qui négocierions-nous exactement? Une question techniquement légitime. Mes enfants n'avaient pas de représentants officiels, pas de hiérarchie de commandement identifiable, pas de structure institutionnelle que les protocoles diplomatiques impériaux pouvaient reconnaître comme interlocuteurs valides. Ten répondit, avec les gens qui vivent là. 5 mots qui contenaient une révolution conceptuelle que la salle n'était pas préparée à absorber. La reconnaissance que des populations sans structure institutionnelle formelle constituaient néanmoins des interlocuteurs légitimes, que leur existence organisée représentait une réalité politique indépendamment de son absence de titre officiel. Le Conseil rejeta la proposition, pas violemment, avec la lassitude bureaucratique caractéristique des institutions qui refusent une idée non parce qu'elles la trouvent mauvaise, mais parce qu'ils ne savent pas comment la traiter dans leurs procédures existantes. Ten hocha la tête. Il avait anticipé ce refus. Il l'avait présenté quand même. Et cette persistance lucide face à l'échec prévisible constitue, dans mon observation des mortels, l'une des formes les plus rares et les plus précieuses de l'intelligence. Il savait que le refus serait lui aussi documenté, que quelqu'un, plus tard, lirait ce compte-rendu, que la vérité trouve toujours ses archivistes, même dans les institutions qui brûlent leurs propres archives. Le 500e jour, l'Imperium tenta de me nommer. Non pas moi directement. Mes servants théologiques comprennent depuis longtemps que prononcer mon nom complet dans certains contextes produit des effets que même mes fidèles les plus dévoués préfèrent ne pas déclencher sans préparation adéquate. Ce que Ten et les autorités ecclésiastiques restantes tentèrent de nommer fut la nature de ce qui s'était produit sur Terra, une tentative de classification doctrinale destinée à fournir aux populations survivantes des niveaux supérieurs un cadre interprétatif qui rendrait la situation administrativement gérable. Nommer est une technologie de contrôle. Je le sais mieux que quiconque. Mon propre nom, dans les bouches de mes adorateurs les plus anciens, est une clé qui ouvre des portes que le Warp préfère maintenir fermées. L'Imperium espérait que nommer ce qui avait envahi Terra produirait le même effet que nommer une maladie. Une clarté diagnostique qui rendrait le traitement concevable. Ce qu'ils produisirent fut différent. Le document de classification ecclésiastique, rédigé sous l'autorité conjointe de ce qui restait de la hiérarchie de l'ecclésiarchie présente sur Terra et des analystes doctrinaux de l'ordo encore opérationnels, s'efforçait de réconcilier 2 constats incompatibles avec la théologie impériale standard. Premier constat. Les populations transformées présentaient des caractéristiques biologiques et comportementales correspondant aux descriptions canoniques des fidèles de la pourriture bienheureuse. Second constat, ces mêmes populations ne manifestaient pas les comportements que la doctrine impériale associait invariablement à la corruption chaotique, la violence aveugle, la dissolution de la raison, l'hostilité fondamentale envers toute forme d'ordre. Réconcilier ces 2 constats dans le cadre doctrinal existant nécessitait soit de réviser la doctrine, soit de nier l'un des constats. L'Imperium choisit de nier le second. Le document produit décrivit donc les comportements observés, les soins mutuels, les marchés spontanés, les architectures médicales développées, les communautés fonctionnelles, comme des manifestations d'une corruption masquée de sophistication inhabituelle, une hérésie suffisamment évoluée pour simuler les apparences de la civilité afin de mieux dissoudre les résistances de ses voisins non encore transformés. Je lus cette classification avec le sentiment particulier que produit la lecture d'un texte dont l'auteur a travaillé très dur pour arriver à une conclusion fausse. Cette classification produisit pourtant un effet réel, non pas celui qu'espéraient de ses auteurs, mais un effet réel néanmoins. Elle circula dans les niveaux supérieurs, avec la vitesse des documents officiels, dans des populations anxieuses de recevoir des explications,
et elle fournit effectivement un cadre interprétatif à des gens qui en avaient besoin. Pas le cadre que Taine aurait souhaité, un cadre honnête, factuel, permettant une évaluation réaliste de la situation. Un cadre rassurant, doctrinalement cohérent, confirmant ce que ses lecteurs voulaient croire, que ce qui vivait dans les niveaux inférieurs était fondamentalement menaçant, que la résistance était non seulement possible, mais moralement impérative, que l'impérium combattait encore quelque chose de nommable, et donc de vaincable, le mensonge confortable contre la vérité paralysante. J'ai observé ce choix dans suffisamment de civilisations pour ne plus le juger. Les organismes sous pression extrême choisissent la survie psychologique avant la précision épistémologique. Cette hiérarchie est biologiquement rationnelle, même lorsqu'elle est stratégiquement catastrophique. Taine refusa de signer le document de classification. Son refus ne fut pas public. Les institutions en fin de vie n'accordent plus de tribune à leurs dissidents internes. Il fut enregistré dans les minutes administratives comme « abstention pour raison de méthodologie d'investigation », formulation suffisamment technique pour ne pas déclencher de procédure disciplinaire immédiate, mais suffisamment précise pour que quiconque lirait ces minutes plus tard comprenne exactement ce qu'elles signifiaient. Taine pensait à l'après. Il avait compris, quelque part entre sa proposition de négociation rejetée et ce refus de signature, que son rôle n'était plus de changer le cours des événements. Cette fenêtre s'était fermée, peut-être depuis longtemps, peut-être avant même son arrivée sur Terra. Son rôle était désormais de témoigner avec précision, un archiviste de sa propre défaite. Je reconnais cette vocation. Elle met, dans un sens profond, familière, la décision de documenter honnêtement ce qui ne peut pas être changé, représente une forme de respect pour la réalité que peu d'institutions permettent à leurs membres d'exprimer ouvertement. Le 520e jour, mes enfants des niveaux intermédiaires envoyèrent une communication au niveau supérieur. Pas une déclaration de guerre, pas une reddition, une invitation, en gothique impérial standard, envoyée par des canaux officiels que mes enfants maîtrisaient désormais au point d'inquiéter les analystes, adressée aux hautes seigneuries et diffusée sur tous les réseaux encore actifs de Terra. Elle proposait une rencontre. Zone neutre, niveaux intermédiaires, coordonnées, date, heure, aucune condition, aucune garantie, aucune menace. Juste une invitation. La signature était collective. 217 noms ordinaires, travailleurs, techniciens, artisans, précédés d'une phrase que je garde pour sa justesse simple. Nous sommes ceux qui vivons encore ici. Les hautes seigneuries délibérèrent 72 heures. La réponse officielle fut un refus, langage administratif, motif de sécurité et de protocole sanitaire. Les 217 noms ne furent pas mentionnés, ni la phrase. Taine n'assista pas à la délibération. Depuis des semaines, il évitait les réunions aux conclusions prévisibles. Il passait son temps aux archives du palais, consultant des dossiers oubliés, construisant quelque chose que ses supérieurs auraient jugé inquiétant s'ils l'avaient remarqué. Une chronologie complète. Du premier rapport de Varechon sur les anomalies épidémiologiques des secteurs delta jusqu'à l'invitation. Chaque document, chaque témoignage, chaque décision, avec son contexte et ses conséquences. Il bâtissait ce que je bâtissais aussi depuis le premier jour, une mémoire honnête de ce qui s'était produit. Nous avancions vers le même point, lui depuis l'intérieur de l'effondrement, moi depuis l'extérieur de la naissance.